parce que c'est quand même pas facile avec Jean Gabin. On ne peut pas croire que ce sont des violons, on ne peut pas croire que c'est un orchestre symphonique. Hein. Alors, on a deux personnalités à affronter, et c'est ça qui me gêne un peu. Est-ce qu'on arrivera à bon terme? J'en sais rien, je le crois. Tout ce qui a tourné jusqu'à présent, c'est très bon. Mais au prix de patience, au prix des choses qui... Je voudrais être même libéré de ça. Je préfère tourner avec des gens que je connais, mais même avec des rôles égaux. Je ne veux pas avoir le grand rôle et tout le monde des petits rôles. C'est pas ça. En l'espace de 2 ans, Louis de Funès a renversé la table. Dès la sortie du Gendarme de Saint-Tropez, il n'y a pas un seul de ces films qui ne réunissent pas à minima 4 millions de spectateurs. Et encore 4 millions, c'est la fourchette basse. La moyenne est autour de 7 millions, ou encore le double pour le Cornio, et encore davantage pour la Grande Vadrouille. Cependant, Louis de Funès n'était pas un inconnu dans le métier. Et des acteurs tels que Jean Marais ou Jean Gabin l'avaient côtoyé durant les années 50. Période durant laquelle Louis de Funès n'était qu'un second rôle, bien qu'il marquait déjà les esprits à l'époque. Je crois qu'il va me falloir 2000 francs de plus. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Jean Marais et Jean Gabin avaient en commun d'être partagés sur ce partenaire qu'ils trouvaient d'un côté talentueux, mais qui de l'autre côté prenait trop de place pour un simple second rôle. Et lorsque Louis de Funès deviendra leur égal à l'écran, voire au-delà de leur égal, lorsqu'ils devront composer avec De Funès dans des rôles importants, leur ego en prendra forcément un sacré coup. Surtout en ce qui concerne Jean Marais. En Trois Fantomas, Louis de Funès a éclipsé Jean Marais d'un projet qui lui était pourtant dédié. Enfin, il était là, il doit être là, je ne sors pas de là. Et il révélera d'ailleurs amèrement à la presse qu'il était à ce moment-là le second rôle le mieux payé du cinéma français. Alors que de son côté, le producteur Maurice Jacquin est satisfait des résultats des Grandes Vacances et du Petit Baigneur, qu'il a produits successivement, avec plus de 12 millions d'entrées en cumul, il souhaite associer Louis de Funès à un autre acteur de son écurie, Jean Gabin, qu'il a fait tourner sous la direction de Denis de la Patelière, dans Tonnerre de Dieu et du Rififi à Paname. Les deux ensemble, pour Gabin, c'était 5 millions d'entrées. Donc si tu réunis 7 millions d'entrées pour Louis de Funès d'un côté, et les 3-4 millions d'entrées habituelles pour Gabin, ça fait le nouveau Cornio. Ah bah, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Mais les choses ne fonctionnent pas comme ça. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienco TV. Je suis ravi d'aborder pour la deuxième fois sur cette chaîne la riche histoire autour de ce film, sans fondation, qu'est le tatoué. Prendriez-vous pour un saucisson ou un pied de porc, monsieur l'épicier? 500 000. Oh, allez, 500 000. Bon alors, 1 million, allez. Savez-vous, jeune homme, que je vais vous foutre mon pied au cul? Cette vidéo sera plus complète que l'autre, plus fluide aussi, et cela me permettra également de revenir sur certains commentaires que j'ai pu lire sur la première vidéo, concernant les sous-entendus homosexuels que j'avais trouvés, qui sont présents dans le film. Et c'est factuel, je suis désolé à ceux que ça déplaît, mais c'est suggéré à plusieurs fois dans le film. C'est un homme. Un homme. Un homme. Oh. Et figurez-vous que l'homosexualité, ça existait déjà dans les années 60. On en reparlera à la fin. Lorsque le contrat entre Maurice Jacquin, Louis de Funès et Jean Gabin est signé en 1967, aucun scénario n'était prêt, ni même envisagé d'ailleurs. Seule l'association des deux noms avait été une motivation pour le producteur, qui par contrat détenait également le réalisateur Denis de la Patelière, qui était, selon ses dires, contraint de faire le film. Il n'en voulait pas, il ne voulait pas le faire. La seule chose de confirmée à ce stade-là, c'était le début du tournage, le début des prises de vue, le 15 février 68, et le lieu du tournage, les studios de Boulogne-Billancourt, qui avaient été réservés à l'occasion. Pour le reste, un scénario est commandé en automne 67 à l'écrivain Alphonse Boudard, romancier, dialoguiste et co-adaptateur du Rififi à Paname, avec Jean Gabin, et qui va tenter d'adapter l'une de ses propres nouvelles, qui racontait l'histoire d'un marchand de tableaux essayant d'acheter le tatouage que porte sur son dos un marginal, et qui serait l'œuvre de Modigliani. Faites voir. Faites voir. Je ne vous permets pas, monsieur, qu'est-ce que c'est que ce genre? Un point de départ seulement, une nouvelle de quelques pages, ça ne fait pas un scénario. Lorsque le synopsis est évoqué auprès des acteurs principaux, chacun va suggérer au fur et à mesure des idées pour son propre personnage, au fur et à mesure de l'avancée dans l'écriture. Chacun va suggérer ses propres idées pour son personnage et l'amener dans le sens qu'il souhaitait. Comme par exemple l'idée de Gabin de jouer un ancien légionnaire, qui va inspirer à l'auteur un entraînement militaire à part entière, dont il ne restera d'ailleurs pas grand-chose dans le film dans la version finale. Où avez-vous fait votre temps? Quel temps? Votre temps de service militaire. Je ne me rappelle plus l'avoir fait. Ah, vous ne vous rappelez pas? Entraînement militaire qui devait les amener à manier des armes, quitte à détruire une partie du château à la grenade face aux pilleurs qu'ils rencontraient le soir. Mais au final, dans le film tel qu'il est sorti, on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, De Funès a une mitraillette. Hey, ça c'est amusant!
c'est pas du tout amené, c'est pas du tout cohérent. Sur cette musique de la Panthère Rose, enfin ce pastiche qui n'a rien à foutre là, on en parlera. Mais normalement c'était amené par un entraînement bien plus long qui amenait Louis de Funès à manier pour la première fois des armes à feu et à les maîtriser. D'où cette séquence-là. Mais comme le scénario a été rogné de toutes parts, modifié au desiderata de ses vedettes, cela va fortement nuire à la cohérence de l'ensemble, mais on en reparlera. L'idée générale du film et la trame principale de ce scénario bicéphale est que le personnage de Funès, Mézeray, prétend dans un premier temps approuver la vie à la campagne, influencé par le personnage de Gabin, dans la deuxième partie du film, pour finalement importer tout son train de vie néfaste dans le château de Montignac, quitte à faire fuir ce dernier, quittant sa propriété en voiture, pour fuir ce mode de vie à la parisienne qui finalement le rattrape. Ça me rappelle fortement la fin de la zizanie d'ailleurs. Mais aucun des deux acteurs n'apprécie son personnage. Celui de Funès passera en effet pour le méchant, ce que De Funès ne voulait pas, celui qui va corrompre l'autre. Il y a longtemps que vous n'avez pas quitté Paris. Tandis que le personnage de Gabin passait pour un vieil ermite qui se clochardisait peu à peu. Et malgré des propositions d'équilibrage ou d'arbitrage par conversation téléphonique interposée, toujours chacun de son côté, sans communiquer, le scénariste abandonne finalement le projet, estimant que les exigences des deux acteurs n'étaient pas compatibles pour obtenir un scénario cohérent. Il sera toutefois payé tel que c'était prévu, mais il ne sera pas crédité au générique, alors que la nouvelle à la base, c'était la sienne. 150 millions. Oh! Ah non, j'ai dit 160. Oh! Non, j'ai dit 170. Mais c'est pour un musée national, bon Dieu! 180. Eh merde! Ce qui va amener des problèmes juridiques après la sortie du film, comme si le film avait besoin de ça, mais c'est pour dire que vraiment rien n'allait, mais rien. Nous sommes en début février 68 et aucun scénario n'a été validé par les deux acteurs à 2 semaines du tournage. C'est donc la panique à bord, les contrats sont signés, et le tournage commencera quoi qu'il arrive dans les studios de Boulogne-Billancourt. Scénario ou pas, les acteurs vont se présenter tel que le contrat le prévoit, mais ils n'auront rien à jouer, ils pourront jouer aux cartes, et ils seront payés pour. La presse a eu vent des problèmes de production du tatoué et en fait mauvaise presse. Et Denis de la Patelière se retrouve coincé. Il propose alors à ses deux acteurs une solution à l'amiable qui en plus leur convenait à tous les deux. Pour une fois, chacun aura le droit à un film individuel, et leur film en collaboration sera reporté à une date ultérieure, histoire d'avoir un scénario finalisé. Cela aurait permis à Louis de Funès de jouer dans une adaptation de Navarre, bien plus tôt qu'il ne le fera vraiment. Pour rappel, Harpagon c'était le rôle de sa vie, c'était son rêve, qu'il réalisera malheureusement bien trop tard, 3 ans avant sa mort. Le hic, c'est que le film était déjà vendu, et même déjà distribué, bien que rien n'était prêt. Et De Funès, tout comme Gabin, était déjà engagé ailleurs pour plusieurs années après le film. Il était donc impossible de caser le tatoué à une date convenable. Le producteur refuse donc ce report et impose le début des prises de vue, même sans scénario. Les deux acteurs se présentent donc, ponctuels, respectant leur contrat, mais durant 3 jours il ne se passe pas grand chose, car seulement 3 scènes étaient réellement prêtes et donc jouables. C'est donc Jean Gabin qui va faire intervenir le scénariste Pascal Jardin, scénariste et dialoguiste d'ailleurs, avec qui lui et Denis de la Patelière avaient déjà travaillé. Il est alors décidé de conserver toute la première partie du film, qui se tient dans son ensemble, en faisant en sorte de supprimer les passages qui éloignaient les personnages l'un de l'autre, pour gagner du temps, mais en conservant l'esprit de ce qui avait déjà été écrit. Cela permettra de reprendre à l'écriture la deuxième partie du film, celle qui se passe au château, et qui ne contentait ni l'un ni l'autre. Conséquence, ils recevaient le scénario et les dialogues, soit la veille, voire le jour même. Et ils ont dû du coup, par conséquent et c'est logique, tourner le film dans l'ordre chronologique des scènes, ce qui n'est pas courant. Ce qui n'est pas très rentable, parce que dans un film tourné normalement, tu peux cumuler toutes les scènes qui se tournent en studio dans un premier temps, et cumuler toutes les scènes qui se passent en extérieur après. Là, comme rien n'était prévu, ça va amener à faire pas mal d'allers-retours. Ce genre de tournage chaotique, pas préparé, improvisé, c'est plutôt quelque chose que l'on voit parfois à Hollywood, où tu annonces des films, des suites souvent, sans avoir rien préparé. Par exemple, Alien 3, où le tournage commençait sans scénario validé, ou encore Halloween 5 dans un autre genre qui, pareil, commence dans la foulée du 4 qui lui-même avait bénéficié de 9 mois seulement pour tout faire, et il s'en sentait très bien, mais puisqu'il fallait pas que le faire tant qu'il était chaud, il fallait que le suivant sorte aussi à Halloween, donc en octobre. Donc c'est compliqué. Je pense aussi aux Dents de la Mer, deuxième partie, où en plein milieu du film, ou plutôt au bout d'un mois, j'exagère un peu, tu changes de réalisateur que tu dégages, tu changes sa vision artistique, tu recastes une partie du casting, et tu recommences, alors que le tournage a déjà commencé. Ce sont les Dents de la Mer, à chaque fois qu'on en fait un, on en a parlé sur cette chaîne, c'est chaotique. Mais pour une production française, c'est plutôt rare autant d'amateurisme, et de précipitation surtout. En ce moment, j'en profite, je fais des gammes. Je me fais mes gammes, oui. Comme c'est un film, je sais pas où je vais avec Gabin, parce qu'il
C'est pas la grande rigolade, alors j'en profite pour faire des gammes, quoi. Ça me fait des exercices pour le prochain. En tout cas, difficile de bien bosser dans ces conditions. Et ce manque de préparation amène souvent à dépasser le budget de façon substantielle. Mais ça ne sera pas le cas pour le tatoué qui va respecter son budget. Et parfois, comme Alien 3 ou Les Dents de la Mer deuxième partie, ça amène, malgré tout, à des bons films. Les miracles existent. Est-ce que ce sera le cas du tatoué? On en reparle après. Le problème ici n'est pas tant le dépassement du budget ou la réécriture au jour le jour d'un scénario pas du tout abouti, mais surtout le duo d'acteurs sur lequel repose le film et qui ne va pas de soi. Les relations entre les deux acteurs étaient froides, distantes. Ils se sont rendus compte assez vite qu'ils n'avaient pas grand-chose à se dire en dehors des prises de vue, mais même durant les prises, ils réalisèrent que leur jeu n'était pas du tout compatible. Les deux ont en effet des manières opposées pour travailler. Lorsque Jean Gabin se présente pour jouer dans une scène, le texte a déjà été validé, il le jouera d'une certaine façon, et il ne fera aucun écart. C'était tout le contraire de Louis de Funès, car lui improvise, ce qui exaspérait aussi Jean Marais d'ailleurs, qui avait le même mode de fonctionnement que Jean Gabin, car de Funès cherchait toujours à faire mieux, à trouver mieux, et il y arrivait souvent, ce qui ne plaisait pas non plus au réalisateur Denis de la Patelière, qui comme lui fera remarquer Jean Giraud un jour, met en alerte Louis de Funès sur le danger que représente l'improvisation constante pour la cohésion globale du film. On ne peut pas tout changer subitement dans les dialogues, sans préparation, car cela peut remettre en cause ce qui avait été tourné avant. Mais De Funès s'en foutait de ça. Lui voulait que chaque scène soit efficace, et c'est vrai qu'il n'avait pas la vision d'un film à part entière. Ça suffit. Monsieur Pelé est là. Pelot. Je veux dire Pelé, et vous allez signer. Quand les travaux seront commencés, nom de Dieu. Vous avez entendu, vous? Bah oui. Alors qu'est-ce que vous attendez, Pelé? Pelot. Et déjà le film n'était pas stable par son manque de préparation, mais si en plus tu improvises et que tu changes le peu de choses qui avaient été mis en place, ça peut être compliqué. Ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani que j'étais devenu un chef-d'œuvre. Même si, en tournant dans l'ordre direct, dans l'ordre logique des scènes dans le scénario, c'est un peu plus facile d'avoir une continuité. Louis de Funès est donc isolé sur ce plateau, ne connaissant ni l'équipe technique, ni le réalisateur, alors qu'il aime être entouré des personnes qu'il connaît pour le mettre en confiance. Et surtout, entouré de personnes qui connaissent son fonctionnement et qui s'y adaptent. Seule sa femme était présente, et encore seulement de temps en temps, et elle n'était pas du tout appréciée de l'équipe technique. Jeanne de Funès était surnommée Calamity Jane, tant elle cherchait à mettre son mari en avant tout le temps et ça les exaspérait dans une équipe pro-Gabin. Par exemple, elle influençait le travail des éclairagistes pour que la lumière fasse ressortir les yeux bleus de son mari adoré. Et cela devient du coup une contrainte pour les prises de vue, car cet éclairage faisait certes ressortir les yeux bleus de Louis, mais ça faisait également ressortir la maladie de peau de Jean Gabin qui accentuait sa couleur rouge sur son visage. Pire encore, durant les rushs, Louis de Funès trouvait que cet éclairage, pourtant fait sur mesure pour lui donnait un teint jaune. Gabin lui répondait alors en direct qu'à lui ça lui donnait la rougeole, mais que lui, il famait sa gueule. Voilà l'ambiance. Entre ça et Gabin qui disait aux journalistes dans les premiers jours qu'il n'avait vu aucun des films de Louis de Funès et que de Funès lui avait dit juste avant qu'il les avait tous vus et que c'était l'un de ses idoles, ça montre la différence entre les deux, même si je pense qu'il y avait beaucoup de malentendus, parce qu'on le verra à la fin, mais les deux se ressemblaient beaucoup plus qu'ils ne le croyaient. Mais à ce stade-là, de Funès ne détecte seulement qu'un manque d'éducation ou de finesse chez son partenaire, et à partir de là, il va prendre du recul, il va prendre ses distances. Parce que je suis noir! Mais vous n'êtes pas noir. Mais si, je suis noir. Enfin, pas tellement, quoi. Il va faire son tournage, et il va vouloir se casser le plus vite possible de ce film, en finir et passer à autre chose. En l'occurrence, un troisième gendarme. Pendant ce tournage en studio, les équipes de décoration posent des fausses fenêtres et des fausses portes dans les ouvertures vides du château de Paluel, lieu de la deuxième partie du film, afin de prétendre à un château habitable. Ce qui n'était pas le cas, car à l'époque c'était déjà une ruine. Regardez ça, c'est une ruine. Ah bah il a brûlé 4 fois. Et tout ce qui se passe en intérieur, quand ils dorment ensemble, quand ils déjeunent ou quand ils sont dans les sous-sols, tous ces lieux sont reconstitués en studio. La seule scène qui se passe réellement dans le château, dans le film, c'est celle dans la grande salle voûtée, lieu de plusieurs scènes du film d'ailleurs. Et donc désolé à ceux qui se rendent en pèlerinage, souvent il y en a beaucoup dans ce château, mais il n'y a pas grand chose qui se passe réellement à l'intérieur. Beaucoup autour, beaucoup dans les villages, mais une seule scène à l'intérieur. Ça peut être frustrant. La partie dans le château n'étant pas réellement écrite, il fallait meubler dans la deuxième partie du film, ou entre les deux parties, pour tenir 1h30. Et le voyage entre Paris et le château de Paluel en voiture, avec les deux personnages, sera donc rallongé et exploité pour durer le plus longtemps possible. Avec par exemple, une nuit au camping. Qui ne sert à rien.
Le camping, la pause pipi... Il y avait urgence, fallait gagner du temps, fallait tourner des trucs. C'est joli par ici, on est arrivé. Pour ce soir, oui. Comment ça pour ce soir? Ben où est-elle votre maison? Et puis tant qu'à faire, à un moment donné, faisons-leur faire du sport, histoire d'amener quelques gags, de leur faire du judo. C'est encore long. Avec comme prétexte de maintenir en forme Gabin pour que sa peau reste ferme pour son tatouage. Il y a du boulot. Oui, bien regardez, Eh ben, regardez. Mais tout ça, c'est des ajouts pièce par pièce, scène par scène, ajouts de péripéties pour meubler, mais j'ai rarement vu un film qui est autant meublé et où ça se ressente autant. Je peux rien faire avec lui. Hop, vous posez et vous tournez. Aïe, regarde. Non, mais dites donc, vous avez vu? J'étais comme ça. Aïe, regarde. A noter que sur les 8 millions de francs de budget alloués au film, 1,5 million sont consacrés rien que pour le cachet de Louis de Funès, et 1 million de plus pour Gabin, soit plus de 30% du budget total du film, ce qui montre l'ascendant de Louis de Funès sur son partenaire, Louis de Funès à son sommet, alors que Gabin était déjà sur la fin, mais Gabin ne prenait pas plus habituellement, estimant qu'à force de prendre trop, il n'y avait plus d'argent pour le reste du film. Il avouera d'ailleurs avoir tourné le tatoué uniquement pour payer ses impôts. Y a pas de mal, hein, faut bien les payer. Et à sa sortie, après un tournage pénible, le film est le premier dans la carrière de Louis de Funès post-64 à être un succès plutôt modeste, moins de 4 millions d'entrées, ce qui est bien pour un Gabin, mais pour un de Funès, c'est le ventre mou du classement de ses entrées sur l'ensemble de sa carrière, ce qui était bien en dessous des objectifs du producteur, qui a fait ce film encore une fois juste avec l'idée de réunir ces deux monstres sacrés et rien d'autre, sans aucune idée derrière, mais je tiens néanmoins à balayer une certaine rumeur persistante, ou on va dire, oui, une rumeur comme quoi finalement Louis de Funès et Jean Gabin ne s'entendaient pas. Sur le tatoué, c'est vrai qu'ils ne s'entendaient pas. Mais il faut pas résumer leur entente à ce film-là. Ben non, c'est pas moi que j'examine, c'est à moi de vous faire examiner. Non, non, mais pas l'expertise. Parce que tout ce qui se passait en dehors du film, avant et après, ça se passait beaucoup mieux. Et dans la dernière vidéo, j'en ai pas parlé, et il est temps de rectifier ça. En effet, si on revient un peu en arrière, bien que Gabin était perturbé, voire irrité par le jeu gesticulant de Louis de Funès dans La Traversée de Paris, un jeu gesticulant alors que Gabin était plus dans les dialogues, Gabin en gardera quand même un bon souvenir, car cette scène légendaire de Jambier l'aura poussé à monter dans le ton, à monter en régime, à répondre à un partenaire qui le poussait dans ses derniers retranchements, là où il ne s'y attendait pas. Et plus un franc, plus un sou. Mais laissez-moi descendre. La preuve, c'est que Gabin va inviter la famille de Funès dans sa demeure en Normandie, où il a beaucoup de chevaux, pour un week-end, et que même si Gabin était introuvable au début, parce que c'est Madame Gabin qui va tous les accueillir, lui il était dans le garage, en train d'écouter de la musique dans sa voiture, il avait pas envie de venir, il disait « Ah, je m'emmerde !» Mais en dehors de ça, le week-end va très bien se passer. À tel point que Madame Gabin va devenir une amie de la famille de Funès, même après la mort de Gabin, donc humainement, ça pouvait très bien se passer. Décidément, mon petit, plus vous êtes fou, plus vous m'êtes sympathique. Et c'est sur ces bons souvenirs que Gabin va valider la présence de Louis de Funès une nouvelle fois dans Le Gentleman d'Epsom. Une scène qui, à nouveau, se passe très bien entre les deux en cette année 1962. Et leur mésentente sur le plateau du tatoué, c'est plus dû à la mauvaise gestion du tournage, au manque de préparation du film, et pour vous donner un exemple, les trajets entre Paris et le Périgord, ça se faisait en train. Et ben la production va encore avoir la merveilleuse idée de leur réserver un compartiment entier juste pour l'un et un autre compartiment juste pour l'autre, de les faire voyager dans le même train, mais séparément, ce qui va leur amener à penser l'un l'autre sans qu'ils communiquent, que l'un snobe l'autre en fait, alors que non. On les a traités en deux vedettes indépendantes, et non pas comme un duo de vedettes, et c'est une erreur monstrueuse. Ça, plus le fait que leur jeu était incompatible, ce qui fait qu'il pouvait pas se passer grand chose de positif entre eux sur ce tournage. C'est humain. Il faut en vouloir ni à l'un ni à l'autre. Il impressionnait beaucoup. Il détestait de sentir qu'on ait peur de lui, parce qu'il comprenait pas pourquoi on avait peur de lui. Il disait, mais qu'est-ce que je peux lui faire? Dans ces conditions-là, c'était impossible de bien bosser. Mais encore une fois, en dehors de ça, tout n'était pas si noir entre les deux. La preuve, le décès de Jean Gabin en 1976 va fortement affecter Louis de Funès, qui va même jusqu'à créer un prix en son honneur, le prix Jean Gabin, en 1981, une récompense annuelle attribuée à un comédien espoir, prix qui sera transformé dans les années 2000 en prix Patrick Devers, suite à un litige entre Florence Gabin, l'une de ses filles, et l'organisation. 3 ans après le film, dans les mêmes studios de Boulogne, en 71, Louis de Funès tourne dans le studio voisin. Et il vient de lui-même saluer son ancien partenaire Jean Gabin. Et figurez-vous que cette rencontre va se passer à merveille entre les deux. Tous les soucis étaient oubliés.
Mais c'est bien d'être comme vous. Moi, je suis tout le contraire. Il faut que je possède, il faut que j'amasse, il faut que je compte. Eh ben, je vous plains. Il y avait plus cette pression de tourner dans un film qui n'était pas préparé, il y avait plus cette pression de tourner ensemble et de voir comment leur jeu allait fonctionner. Sur le tournage du Tatoué, Gabin tutoyait De Funès, mais De Funès vous voyez Gabin, ça montrait la différence de traitement, de considération de l'un et de l'autre. Mais là, une fois qu'on est en dehors du film, c'est... on se dit tu. Et on se tutoie avec du gros. Moi, je lui dis tu, moi. Salut Antoine, comment vas-tu? Mais du coup, sans cette pression de faire un film ensemble, c'est là qu'ils vont réaliser qu'ils ont des choses en commun. Le jardinage, la nature, les animaux, d'avoir une belle propriété à la campagne. Et ben moi, quand monsieur mon père eut bouffé la grenouille, j'ai décidé de ne plus jamais dépendre de l'argent. C'est pour ça que j'ai choisi l'aventure et la Légion. Un château d'un côté, mais une belle maison que Jean Gabin a construit lui-même de l'autre. Et surtout, ils ont en commun d'avoir beaucoup galéré avant d'en arriver à la starification. Et encore une fois, en fait, c'est beaucoup de malentendus parce qu'ils auraient très bien pu s'entendre. Même pas une bouchée, moi. Mais parce que vous savez pas manger, vous allez voir. Donnez-nous deux calvars. Et beaucoup de monde dans le métier avait peur de Jean Gabin. Avec sa grande gueule, avec son côté impressionnant, même Louis de Funès, mais il le respectait ça. Il se disait que quand Gabin rentrait dans une pièce, personne ne disait rien, tout le monde se taisait parce qu'il en imposait, et Louis de Funès respectait ça. Mais s'il lui dit pas, avec les non-dits, on peut ne pas s'entendre, alors qu'il y avait pourtant tout pour que ce duo au moins s'entende, à défaut de bien fonctionner. Donc, Gabin et De Funès, et je ne l'ai pas dit la dernière fois, mais ça s'est très bien terminé, de leur vivant, et même au-delà de la mort de Gabin. De Funès ira même jusqu'à engager sur le plateau de l'Avare, et il me semble de la soupe aux choux, mais c'est à vérifier, la fille de Gabin, du coup Florence Gabin, en tant que script, pour la faire bosser. Mais pour en revenir au Tatoué, il faut le dire, tout était catastrophique. Ce qui rend le film, il faut le dire et j'assume, mauvais. Je le dis mauvais, avec un M majuscule. Et De Funès l'a dit aussi, et Denis de la Patelière également. C'est une expérience que tout le monde avait envie d'oublier très vite. Mauvais, mais avec de très bonnes scènes dedans. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Voyons ça de plus près d'ailleurs, maintenant on va parler du film. Il y a 3 sujets sur cette chaîne où souvent je suis en confrontation via des commentaires avec la plupart d'entre vous. Il y a eu le cerveau de J.R. Houri, il y a eu Papy fait de la résistance, et il y a le Tatoué. En ce qui concerne le cerveau, le film n'était qu'à moitié réussi selon moi. Tout ce qui précède le casse du train, les gags sont hyper lourds la moitié du temps, mais tout n'était pas acheté. Je n'étais pas euphorique dans un film qui réunissait pourtant à l'écran Bourvil et Jean-Paul Belmondo sous la direction de Gérard Houri, et ça n'a pas du tout plu, je ne sais pas pourquoi, à beaucoup de personnes, que je n'aime pas ce film-là. Je sais pas, j'avais pas le droit. C'était interdit. Papy fait de la résistance, on en a assez parlé, mais j'y ai jamais vu le moindre centime d'intérêt. Mais on en a assez parlé comme ça, et je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais concernant le Tatoué, j'ai toujours trouvé le film, même enfant, vieillot. Contrairement à la majorité des films de Funès qui, je trouve, résistent à l'épreuve du temps, mais celui-ci me paraissait déjà plus gris, plus terne, plus confus, plus fouillis. Et cela est dû en partie au dialogue écrit pour le personnage de Jean Gabin, un personnage que je trouvais insupportable tant il ne fait que brailler dans le film, et qui le faisait passer un peu pour le grand-père qu'on a peut-être tous eu qui faisait peur aux enfants, avec sa grosse voix et ses vieilles expressions d'ancien légionnaire, qui ne fait que parler de la guerre en 14 qu'il a faite. Retirez l'offre insultante que vous venez de me faire ou nous irons sur le pré. Je suis l'offensé, je vous laisse le choix des armes. Même l'arbalète ou le canon de 75. Même la musique du film paraissait vieillotte à côté de celle de Vladimir Cosma, ou de Raymond Lefebvre par exemple, pour ne citer que. La bande originale du Tatoué n'est d'ailleurs pas sortie à l'époque, mais bien des années après, tant il n'y avait pas grand-chose à retenir, à l'exception peut-être du pastiche de la Panthère Rose, qui ressort du lot, même si ça semble incohérent avec l'ensemble. Mais rien n'est cohérent dans ce film de toute façon. Donc c'est pas la musique qui allait rattraper le tout. Mais le plus gros problème du film, qui n'a que des problèmes en réalité, c'est que personne ne savait vraiment où ils allaient. Et ça se ressent tellement, dès le début du voyage vers le Périgord, où après il se passera plus grand chose de notable. Le réalisateur ne savait pas comment gérer ses stars, avec qui il s'entretenait, encore une erreur, chacun de leur côté, et pas ensemble. Le jeu entre les deux était incompatible, on l'a dit. Leurs exigences légitimes en matière d'écriture sur leurs personnages ont amené à ce manque de préparation, et le film ne raconte vraiment plus rien une fois arrivé au château. Et quelque part, ne rien raconter à partir de là, c'était le seul moyen de ne pas les mécontenter. Mais par souci de les satisfaire et de limiter la casse, l'enjeu principal n'était plus clair dans ce film. Les travaux dans le château restent accessoires, alors qu'au final on aurait pensé que c'était central. On aurait pu penser ensuite que le personnage de Mézeray souhaiterait la mort de celui de Gabin pour récupérer le tatouage au plus vite. On voit une scène qui traite de ce sujet-là, avec le plafond qui tombe.
Ça aurait été drôle de voir des tentatives d'accidents répétés dans le chantier sur le personnage de Gabin. Au moins, on aurait compris la deuxième partie. On fait des travaux, mais en secret, j'essaye de faire en sorte que les travaux se passent mal, quitte à créer un accident de la vie bien malheureux. Le plafond sur la gueule, c'est raté, faudra trouver autre chose. Maintenant qu'on a ma signature, on voudrait me supprimer. Puis moi! Mais j'imagine que ça n'aurait pas plu à De Funès, encore une fois, d'être le méchant. Du coup, ils vont abandonner ça pour faire du patin à glace. Main dans la main. Ah, d'ailleurs, faut qu'on parle de ça. Fais la guerre! Je vous remets juste ce que je vous ai dit dans la première vidéo qui a fait couler tant d'encre, qui a suscité tellement de haine parmi parfois certains homophobes, faut le dire, j'ai pas peur des mots, qui étaient présents sur internet ce jour-là, le jour où j'ai posté cette vidéo. Où ils font du patin, la plus réussie, où du coup ils dansent tous les deux comme ça sur la glace, on dirait vraiment un couple. Est-ce que c'en est un? Putain, je sais pas. Je considère que oui, même si à la fin du scénario de base, c'est pas le cas. Il y en a un qui gagne, l'autre qui est carrément chassé de ses terres et qui s'en va. Ça n'a pas été retenu. Mais tel que le film finit, ou tel que le film ne finit pas, eh ben je me dis, merde, on aurait pu avoir une histoire d'amour entre deux hommes dans un film de Louis de Funès dans une comédie. Énorme! Mais on le voit pas, ou pas assez. Alors premier point, qu'on éclaircisse les choses tout de suite. Je le maintiens, je vais vous le prouver cette fois-ci, mais on peut déjà commencer par patin à glace. S'il y en a qui vont faire du patin à glace avec leur ami ou leur meilleur ami, collés comme ça en se prenant la main, en se balançant d'un côté et de l'autre, dites-le moi en commentaire, si c'est votre truc. Et il n'y a aucun mal à ça. Hein. Moi, j'ai jamais vu personne faire ça. Mais si cette scène-là ne vous suffit pas, pour vous montrer pourquoi j'ai esquissé de très très loin une possibilité infime soit-elle qu'après les événements du film, leur relation aille dans ce sens-là, c'est une théorie, et ben regardez cette scène-là, qui va vous le confirmer. La façon dont Mézeray, De Funès regarde le personnage de Gabin, le personnage de De Funès n'a pas regardé beaucoup d'autres personnages féminins ou masculins comme ça dans ses films. Elle est belle cette scène-là d'ailleurs. Il y a de la surprise, il y a de l'admiration, il y a du respect, il y a de la tendresse, une amitié si vous voulez, mais on insiste quand même beaucoup sur ce regard. Hein. Ça vous suffit pas? On continue. Il y a une femme là-dessous. Non. Il y a une femme là-dessous. Non. Celle-là, elle a été faite pour semer le doute. Alors peut-être avec un point de vue comique, puisque le « Oh » de Ibrahim Sek, qu'on reverra plus tard d'ailleurs dans La Zizanie, ils ont cherché à casser la gravité de la scène avec cette intervention et le rire insupportable de la femme de Funès. Félicien! Oui! Félicien! Je ne vous crois pas! Mais même si c'est dit sur le ton du comique et de la blague, c'est volontairement fait pour t'amener à ça. C'est un homme! Un homme! Un homme! De Funès reste de marbre, il baisse la tête, il assume d'ailleurs. Il ne va pas aller contre, il va pas chercher à contredire cette accusation. Le « c'est un homme », c'est un passage très puissant du film. Mais comme je sens que ça suffit toujours pas, on va continuer. Voir d'étoiles. Eh bien oui, voir d'étoiles! Il va voir d'étoiles! Pourquoi est-ce que tu te caches de ta propre femme et de tout le monde pour juste partir en week-end avec un ami si c'est qu'un ami? Et ce qui est con, c'est qu'à partir de là, il reste que 3 minutes au film pour se terminer. Alors que c'est intéressant. Et au voyage? Ils sont dans l'avion. Bah, vous avez l'air d'avoir besoin. Non, j'ai besoin de rien. De voir ce De Funès qui devait venir à la campagne et s'y plaire finalement, ça devait être la moitié du film. Alors que finalement, ils vont casser cet arc narratif principal de l'histoire, juste pour conclure. Eh bien, si vous le voulez bien, monsieur le ministre, nous allons commencer par les fondations qui sont romanes et du plus grand intérêt sur le plan archéologique. Et du coup, comme c'est amené comme ça n'est pas crédible une seule seconde. Pourquoi est-ce que De Funès passe d'un homme d'affaires businessman parisien à un mec qui demande à être décroché du téléphone, à aller à la campagne et à juste passer du bon temps? J'aime bien la thématique, sauf que comme elle a été écrite au départ comme ça, et que tout ce qui amenait arrivé à ça a été supprimé, bah d'un seul coup ça sort comme ça. Non, j'ai besoin de rien. Plus de bagages, plus d'heures, plus de téléphone, plus de rendez-vous, rien. Comme un cheveu sur la soupe. Et ce n'est pas bon. Et peut-être que c'est à cause de ce charcutage de ce film, où il manque des gros tronçons, qui amènent à cette relation un peu forcée, qui fait que j'ai ce ressenti de deux personnes qui peut-être vont, en tout cas De Funès, lui, Gabin j'en sais rien, mais va ressentir une attirance pour un mode de vie. Eh, quand on sera arrivé là-bas, vous pourrez pas faire venir quelques petits pilleurs de château qu'on s'amuse un peu? Mais aussi pour une personne qui incarne ce mode de vie. Encore une fois, c'est juste quelque chose qu'on sème dans l'esprit. C'est un homme! Un homme! Un homme! Si le film avait tenu son scénario d'origine et que tout avait été amené dans les règles, avec des choses annoncées en amont,
peut-être que j'aurais même pas vu cette histoire de relation potentielle amoureuse avec des guillemets. Alors d'abord, je ne suis pas ton petit coco, je suis le petit coco de personne. Est-ce que j'ai une tête de petit coco? Mais là, vu que c'est fait n'importe comment, les choses qui ressortent, qui ont été conservées, bah, amènent à imaginer un peu la suite, vu que eux n'ont pas écrit et n'ont pas fait le boulot. Comme tu veux. Ah bah oui, tiens, justement, au sujet de comme tu veux, je voudrais te demander de ne plus me tutoyer. Donc c'est à nous d'imaginer. Et ben moi j'imagine ça. On ne se tutoie plus. On ne se tutoie plus? Non, Et si ça vous suffit pas, on va encore prendre un petit exemple. on ne se tutoie plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Vous remarquerez, cette scène-là, c'est une séparation du couple dans les règles. Ils dorment dans des lits séparés, alors ça, De Funès l'avait déjà fait avec Claude Jansac, par exemple, dans Jo. Monsieur comment? Monsieur Jo! Pourtant, ils s'aimaient, ces deux-là, hein. Donc je vais pas prendre ça pour un argent comptant. Par contre, quand De Funès doit dormir avec Gabin dans un lit, on va dire de fortune, parce que c'était peut-être pas prévu qu'ils dorment tous les deux là-dedans, mais au moins, le film, il les fait dormir ensemble, peut-être encore pour un point de vue comique, hein. Mais entre De Funès, qui n'aime plus sa femme, qui est exaspéré par elle, parce qu'elle ne fait que glousser... Comme vous voudrez. Bonsoir, monsieur. Voilà. Bonsoir, madame. Ça se faisait plus comique là à l'époque. Qui ne lui dit pas où il va, qui prétend faire un voyage alors quand finalement il se barre avec quelqu'un d'autre, avec un homme. Le fait qu'il se vouvoie et qu'il se tutoie plus, tout ça mis bout à bout. C'est une thématique du film. Que vous le vouliez ou non. Et si vous faites un rejet là-dessus, c'est pas mon problème. Parce qu'il faut voir les commentaires par dizaines que j'ai reçus, mais de haine. Un truc de dingue. De dire que je voyais le mal, là où il n'y en avait pas. Je vois pas ce qu'il y a de mal. Que je suis un pauvre woke progressiste de voir ça dans les années 60, une époque soi-disant innocente. Non, ça existait dans les années 60. Je vous laisserai dans vos certitudes, hein. Je suis pas là pour vous influencer, j'en ai rien à foutre. Restez dans votre monde, mais en ce qui me concerne, c'est ma théorie, je viens de la démontrer avec des extraits appuyés. Bah si vous n'êtes pas convaincu, ne soyez pas convaincu, je ne le cherche pas. Je vous dis ce que je pense. Sinon, que dire de plus sur Le Tatoué, mis à part que le film est décousu, qu'il n'y a aucune structure cohérente, que c'est un mauvais film intrinsèquement, mais, il a son lot de très bons passages. La langue, le cheval... Moustache. Il n'a rien compris, il comprend rien. Good. Très bien. Le 3 fois chute avec la nana à côté qui... ça, c'est très bon. Au sujet de Modigliani. Comment je pense qu'il l'a trouvé au marché? Oh voilà, c'est là. Tout ce qui concerne De Funès, globalement, indépendamment de Gabin, c'est très bon. Il y a même certaines scènes entre les deux quand ils mangent, où on sent qu'ils s'amusent et ça se passe bien. Mais c'est pas parce qu'il y a des bonnes scènes, avec Pelé et Pélo, que le film est bon. Ah, voilà, Pélo. Pélo. Monsieur Pélo. Non. Pélo. Pélo. Le film, dans son entièreté, dans son écriture, dans sa réalisation, n'est pas bon. Et tous le disent, hein. Gabin, De Funès, Denis de la Patelière, personne n'a aimé faire ce film-là, et personne n'a aimé le résultat, parce qu'il n'y avait rien dans ce contexte pour faire quelque chose de bon. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Voilà, parce qu'il est... Bon. Mais comme il y a du génie chez tout le monde, qu'il y a du talent, ils ont réussi à sauver les meubles et à faire un film qui aura certes rassemblé 3,5 millions de spectateurs, ce qui n'est rien pour un De Funès, mais c'est un miracle d'avoir réussi à sortir un film dans ces conditions. Et ça, à la limite, ça se respecte. 7. Ah ben ça fait 11. Eh ben oui, mais celui-là, ça fait 8. Et voilà, il est temps de conclure définitivement la page du Tatoué. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui adorez ce film malgré tout, mais on ne peut pas lui retirer ses défauts, et ces défauts, ils sont intégralement dus au manque de préparation du film, à la pré-production chaotique. Et ça, c'est factuel aussi. Le film n'était pas écrit, ou il a été écrit mais ça ne convenait à personne, et ça se ressent dans le film, et encore une fois, ce n'est pas une question de goût, c'est factuel. Alors on peut aimer le film parce qu'il y a quand même De Funès et Gabin, et que ce n'est pas rien, mais si tu les compares aux autres Gabin ou aux autres De Funès, ce film-là n'est qu'un brouillon raté, et un gâchis, parce que je suis sûr que ça aurait pu fonctionner malgré tout entre ces deux-là. On en a eu la preuve. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré ce petit coup de gueule. Il était temps de remettre à plat tous ces commentaires, et on va peut-être pouvoir en reparler maintenant que j'ai mis plus d'extraits pour le prouver. Débattons-en gentiment, sans haine, sans méchanceté, même si on est sur internet. N'hésitez pas à dire que vous avez apprécié la vidéo en mettant un like, un commentaire, un petit boost. Vous pouvez le booster la vidéo après avoir mis un commentaire pour l'aider à démarrer, à bien démarrer. Je vous en remercie énormément. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, un autre sujet,
Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous.